Un gosse aussi gentil que ça, se faire tuer comme ça. Je dis, mais il a rien fait, ce gosse. Qui c'est qui pouvait lui en vouloir? Le laisser comme ça dans un bois, et je me dis, mon Dieu, c'est pas possible qu'il y était volontairement dans ce bois. Il n'y a pas un jour qui me passe où je ne pense à mon frère Stéphane. J'ai jamais perdu espoir. Je savais que tôt ou tard, je ne sais pas comment, mais je savais que tôt ou tard, la personne sera arrêtée. Est-ce la fin du crime parfait? Bienvenue dans Au bout de l'enquête. On les appelle les cold cases, des affaires classées, réputées insolubles. Mais parfois, des années après, un rebondissement permet aux enquêteurs de retrouver la trace des coupables. Ce sont ces dossiers hors normes qu'Au bout de l'enquête vous propose d'ouvrir chaque samedi après-midi sur France 2 en compagnie du professeur de criminologie Alain Bauer. Il avait 24 ans et était promis à un brillant avenir. Stéphane Dietrich, tout juste diplômé d'une école de commerce, a été tué à coups de couteau dans un bois près de Belfort en juillet 1994. On a cherché du côté de ses proches. Un tueur en série a même été suspecté, mais c'est l'acharnement de la famille pendant 20 ans à découvrir la vérité qui aura payé. C'est un film de Nabila Zaknoun. Il me semble que le chemin devait être ici. Mais il n'en reste plus grand-chose, puis on ne le voit pas là au sol. Mais il me semble qu'il y a des traces. Donc je pense ça pouvait être là le chemin. Mais ça remonte à 25 ans. C'était par ici. Il était dans ce périmètre-là. En juillet 94, je suis venu à peu près 2 jours ou 3 jours après. Ici, on découvre le corps d'un jeune homme qui a été tué à coups de couteau et qui est abandonné en bordure de ce petit chemin, dans un endroit qui ne peut être accessible a priori qu'avec un véhicule. Il y a des choses un peu étranges. Sur le corps, il y a une branche qui est posée en travers de manière un peu curieuse. Il y a un déshabillage qui est très partiel, un short baissé qui entravait un peu les mouvements, même pour un transport de corps. Enfin, d'après le peu d'éléments que j'avais, moi je pensais plutôt que ça s'était passé sur place. Je pense qu'il a peut-être été surpris par le premier coup. Il est probable qu'il n'ait pas pu réagir après. Belfort est une ville de un peu moins de 50 000 habitants. C'est une ville qui est quand même réputée calme. Il s'y passe pas grand-chose. On se tire pas dessus à tous les coins de rue. Non, c'est pas ça du tout à Belfort. Les crimes de sang sont relativement rares, ce qui fait que cette affaire-là va vite passionner les foules. Stéphane Dietrich n'est pas du tout le genre de personne qu'on pourrait retrouver dans les faits divers.
On est au tout début de l'été. On pense aux vacances, Stéphane notamment, puisqu'il doit partir avec un copain. Hein. Ils partent ensemble dans le sud de la France chez des amis, coiffeurs, qui ont loué une maison et qui vont les accueillir pendant quelques jours. Le 4 juillet, il s'était reposé dans sa chambre dans l'après-midi et après, il préparait ses affaires pour le départ en vacances, en congé. Bien mérité, puisque c'est des vacances. Ces vacances-là, il ne les avait pas prises depuis un très très long moment. Après manger, comme à son habitude, ils ont joué donc avec son papa Paul et puis Roland, sa maman. Ils ont fait un jeu d'échecs. Le téléphone a sonné. Et Paul, donc le papa de Stéphane, a décroché. Et c'était Christophe Blain. Le copain l'appelle, lui dit « j'ai besoin de te parler ». Le lendemain, ils partent en vacances quand même. Mais il y a urgence, j'ai besoin de te parler. Donc Stéphane dit « bon, bah oui, viens. Et d'ailleurs, il faut que j'aille chercher de l'argent à la banque. T'en profiteras pour me déposer à la banque. » Stéphane, quand il quitte la maison de mes parents, il dit à maman un quart d'heure, une demi-heure. Je prends pas les clés. Et il s'en va. Il y avait beaucoup d'orage. Il était habillé pour rester abrité. C'est-à-dire qu'il avait une chemisette légère, un short et des bateaux. C'était une tenue vraiment estivale, mais il n'avait pas l'habitude de sortir. Quand il sortait réellement, il ne sortait pas habillé comme ça. Roland, sa maman, elle voit le véhicule partir et elle pense que dans 5 minutes, 5-10 minutes, façon de parler, Stéphane va revenir. Elle voit les heures passer, il ne revient pas, elle s'inquiète. Il n'y a pas de portable à l'époque. Donc bon, elle trouve ça bizarre parce que jamais Stéphane ne la mettrait en inquiétude. Il serait parti pour plus longtemps, il l'aurait prévenu, sûr et certain. En 24 ans de vie, il n'y a jamais eu un événement comme ça pour lui. C'est jamais arrivé qu'il laisse mes parents dans l'inquiétude. À 7h du matin, comme de toute façon, ces deux-là devaient partir en vacances très tôt dans la matinée, Madame Dietrich appelle Blain pour lui demander qu'est-ce qui se passe, quoi. Stéphane n'est pas rentré de la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait hier? Ce à quoi Blain répond, moi je l'ai déposé à la fête foraine et puis je suis rentré à la maison, quoi. Elle est un peu choquée, elle trouve ça bizarre et elle lui dit emmène-moi au commissariat de police. Le policier de l'accueil du commissariat lui rigole au nez parce qu'en fait, il lui dit que son fils a 24 ans, qu'il est majeur vacciné et que à 24 ans, il a pu aller faire la fête et ne pas prévenir et ne pas rentrer. Au même moment, elle entend des policiers à l'arrière, dans une salle arrière, et ils évoquent qu'ils ont retrouvé un corps. Et de là, celui de l'accueil entend ça, il se lève et il va écouter ce qui se dit et il dit justement, j'ai une mère qui dit que son fils n'est pas rentré. Et en fait, d'après la description des habits, apparemment, ça correspond. Elle comprend que c'est son fils. C'est terrible pour elle. Il lui demande, la police demande si elle peut aller reconnaître à la morgue ensuite le corps, quoi. Je suis allé à la morgue, je suis allé avec Roland.
Il est arrivé quelque chose à une fête foraine et Stéphane, et puis 3 petits points, je comprends pas. Je me dis, mais Stéphane, quoi je dis, il est blessé, il est à l'hôpital, il y a quelque chose. Puis je comprenais pas, fête foraine. Je dis, mais pourquoi la fête foraine, mon frère L'un des deux me dit, Stéphane, il m'apprend que Stéphane est décédé, est mort. Et là, c'est un poids, c'est quelque chose qui est énorme, qui me tombe dessus, et je suis dans le déni. Je dis, mais je dis simplement en boucle, ce n'est pas possible. C'est d'une violence inouïe. Stéphane nous a quittés, quoi. Ouais. C'est pas quelqu'un qui méritait ça. Il demandait rien aux gens, en fait. Il demandait rien, c'était lui qui apportait. La famille Dietrich, c'est une famille qui est composée donc de monsieur et madame Dietrich et de leurs 2 enfants. C'est des gens qui sont très attachants. Le père de Stéphane, c'était un employé de banque qui était délégué syndical. On est dans un milieu social de petite bourgeoisie à Belfort. Ce sont des gens qui sont plutôt discrets, n'ont jamais posé de problème. C'est un petit noyau. Il y a ma maman, Rolande, qui est une femme impressionnante parce qu'elle a vécu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Il y a mon père, c'est un homme généreux, tourné vers les autres. Il essaie de nous rendre heureux. Et puis, à mes côtés, il y a mon petit frère. Stéphane, c'était l'intellectuel, c'est-à-dire que tout le passionnait. Très engagé, il aime la vie politique, il s'intéresse à l'actualité. Il fait beaucoup de sport aussi. Stéphane, il me parlait toujours qu'il voulait avoir une belle carrière, il étudiait bien et tout, il était agréable à discuter. Puis il aimait la finance, comme son père travaillait à la banque. Il parlait tout le temps de finance, tiens, je vais faire ça, je vais faire ça, faire ça. Puis on en discutait souvent ensemble. Stéphane, c'est la tête, c'est l'étudiant, c'est tout pour les études. Il sait où il va, quoi. Son chemin est tracé, il sait ce qu'il va faire, quoi, dans la vie. Il était de son temps, lui. Il était vraiment de son temps. Un jeune, ouais, plein d'espoir, quoi. Quelques jours auparavant, 2-3 jours avant, il avait eu son diplôme, son MBA, et il était major de sa promotion. Il m'avait appelé mon frère, et j'ai sa voix encore en tête, parce qu'on s'appelait tous les 2 jours à peu près. On s'appelait à peu près ça, c'était ce rythme-là. Au premier jour de l'enquête, les policiers de Belfort vont relever un élément intrigant, le lieu de la découverte du corps. Le Bois-Joli, à quelques kilomètres de la ville, un lieu connu pour abriter des trafics en tout genre, et donc un endroit qui ne correspond pas à la personnalité de la victime. C'est un endroit qui était connu pour être un endroit de rencontre pour des ébats amoureux parce que c'est un petit peu isolé. C'est en retrait de la route, c'est dissimulé dans la végétation. Mais il semblerait quand même que c'est un endroit qu'il fallait connaître. C'est pas un endroit qu'on trouve un peu par hasard. À l'époque, les enquêteurs s'intéressent à la présence du corps de Stéphane Dietrich à cet endroit-là. Le Bois-Joli est connu pour avoir des rencontres, notamment homosexuelles. La question qui se pose, c'est évidemment de savoir si Stéphane Dietrich est homosexuel. On ne lui connaît pas de relation, ni avec des filles, ni avec des garçons. Ils vont faire une recherche sur cette scène de crime pour essayer d'y trouver des indices. Le corps de la victime repose sur le côté, en position fétale. Il est partiellement dévêtu. Il porte une chemise qui est complètement ouverte, un slip. On trouve à proximité du corps un short. Et puis, petite particularité, on trouve une branche qui a été déposée sur les jambes de la victime. J'ai l'impression que tout est brouillon.
Déjà, je me dis, le lieu, je trouve ça... ça va pas avec mon frère, quoi. Le lieu, le bois, le short, la tenue, enfin, rien ne va. On peut penser à une rencontre qui a mal tourné dans cet endroit désert, dans ce sous-bois. On peut aussi penser à une mise en scène suite à une rencontre homosexuelle, par exemple. Mais toutes les hypothèses demeurent ouvertes, bien sûr, à ce stade. Donc une autopsie de la victime est ordonnée. Elle nous permet d'apprendre que la cause du décès, ce sont des coups portés de manière répétée dans des zones vitales, notamment au niveau du cœur. Coups possiblement portés à l'aide d'objets tranchants et piquants, tels qu'un couteau. Ce qui est très notable, c'est l'absence totale de plaies de défense, c'est-à-dire de traces de coupure au niveau des mains, des avant-bras, ce qui peut laisser penser que la victime a été attaquée par surprise. En tout cas, elle n'a pas eu le temps de se défendre. On constate également l'absence de traces de violence sexuelle. Et le médecin légiste fait remonter le décès entre 22h et 5h du matin. À ce moment-là, ni l'autopsie, ni l'examen de la scène de crime permettent d'avoir une piste, une hypothèse de travail sur ce qui a pu se passer. Du coup, l'enquête va s'orienter sur la dernière personne qui a vu vivant Stéphane Dietrich, à savoir le meilleur ami, Christophe Blain. Christophe Blain a 25 ans. Il a eu une période scolaire assez difficile. Au moment de la découverte du corps de Stéphane Dietrich, il a un emploi de pion dans un collège de l'agglomération Belfortaine. Il est également correspondant de presse dans un journal local. À cette époque-là, il fréquente notre rédaction du journal Le Pays parce qu'il est correspondant sportif. C'était un garçon charmant. Pas de mouvement d'humeur, pas d'agressivité. Le profil de Monsieur Blain, c'est quelqu'un de plutôt fêtard, joueur de tennis, beau garçon, qui est plutôt un meneur. Et en tout cas, quelqu'un qui n'est pas du tout effacé. Il vient d'un milieu familial assez compliqué. Il n'a pas connu son père biologique. Il a des relations compliquées avec le second mari de sa maman. Il est obligé de se réfugier vers Stéphane Dietrich et lui demander de l'aide. Stéphane et Christophe, ils se sont rencontrés à l'école. Hein. Ils s'entendaient bien. C'est vrai qu'ils rigolaient des bons coups ensemble, tout. Ils s'entendaient bien. Ils avaient les mêmes pôles d'intérêt. Je pense que c'était vraiment deux bons copains. Après la découverte du corps, Christophe Blain est entendu comme témoin libre pour un peu retracer tout ce qui s'est passé la veille. Donc Christophe Blain vient chercher Stéphane Dietrich. Ils partent ensemble au distributeur bancaire. Stéphane Dietrich va retirer 500 francs ce distributeur. Ensuite, il reste dans la voiture, il papote. Et Christophe Blint ajoute que Stéphane lui aurait demandé de le déposer aux abords d'une fête foraine, au Foratry, à Belfort, parce qu'il avait quelque chose à y faire, sans plus d'explication. J'ai trouvé ça bizarre. Je lui dis, c'est pas possible. Il a pas été à la fête, c'est pas son truc, il n'aimait pas ça. Donc il faut imaginer qu'il y a 25 ans, ici, il y avait donc la fête foraine sur ce site-là qui allait jusqu'au bout. C'est ici que Stéphane aurait passé sa soirée, sa dernière soirée. Dès le départ, la version que Blain nous donne, nous les proches, on est dubitatifs. Connaissant Stéphane, jamais il n'irait à un rendez-vous habillé en short et t-shirt un soir, et en plus à la fête foraine, sous la pluie, battante quoi. Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il l'a vraiment déposé à la fête foraine? Est-ce qu'il ne cache pas quelque chose?
Stéphane évolue dans un milieu, on va dire, aisé, alors que de l'autre côté, c'est un peu plus dur. Bon, famille recomposée, il doit y avoir pas mal de chômage, je pense, quand même. Mon père ne l'appréciait pas. Et il disait souvent à mon frère, « Mais arrête, il profite de toi, il profite de toi. » On approfondit la nature de ses relations avec Stéphane Dietrich et on s'aperçoit qu'ils ont un lien qui n'est pas forcément uniquement un lien d'amitié, qu'il y a une relation d'intérêt aussi qui s'est construite. On sait que Stéphane aide matériellement et financièrement Christophe Blint. Les enquêteurs savaient aussi qu'ils sont liés dans le cadre d'une activité d'achat d'actions en bourse. Donc se pose la question, peut-être, d'un crime à caractère crapuleux, compte tenu de cette relation matérielle financière qui apparaît, qui se dévoile au gré de l'enquête. Après sa première audition, Christophe Blint a été placé sous écoute et les enquêteurs trouvent bizarre qu'il ait autant changé de comportement. Il a déjà perdu beaucoup de poids, une bonne dizaine de kilos. Il a énormément changé au niveau du caractère. Il peut se montrer tantôt jovial, tantôt plutôt agressif. Donc tout ça pose question aux enquêteurs. Ils décident de le placer en garde à vue au mois de septembre 1994. Christophe Blint dit qu'il n'a croisé personne au cours de cette soirée, personne d'autre que Stéphane. D'après ses déclarations, il aurait erré ensuite en voiture aux alentours de Belfort, avant de passer la nuit au domicile de son amie, laquelle n'est pas présente parce qu'elle est en vacances. En tout cas, il explique également que le lendemain matin, au moment du départ en vacances avec Stéphane, il va nettoyer de fond en comble sa voiture et notamment passer l'aspirateur dans le coffre de son véhicule. Des explications, et on le note tout de suite, qui sont totalement invérifiables. Il a un alibi, mais qui peut pas être prouvé, quoi, je veux dire, voilà. Et qu'ensuite, il n'arrive pas à dormir et qu'il va se promener dans un parc parce qu'il n'arrive pas à dormir, il n'est pas bien. Déjà, je choque, je me dis, waouh. Enfin, je comprends pas, en fait. Les policiers ont un autre élément contre Christophe Blint. La maman de Stéphane Dietrich, lors de son audition, s'est souvenue qu'elle avait trouvé la carte bancaire de son fils sur le tableau de bord de la voiture de Christophe Blint. Ma maman dit à Christophe Blint, mais t'es pas prudent, tu laisses ta carte bancaire sur le tableau de bord. Et il lui répond direct, c'est pas ma carte bancaire, c'est celle de Stéphane. Stéphane était très minutieux, très soigneux. Il faisait quelque chose, il rangeait tout de suite ses affaires, tout. Jamais il aurait laissé traîner ça. À l'issue de cette garde à vue, Monsieur Blint est relâché, puisque les enquêteurs n'ont pas d'éléments qui permettent de lui reprocher quoi que ce soit. Et l'enquête va continuer. J'en ai discuté avec les enquêteurs de l'époque, et à l'époque, ils m'ont dit qu'ils avaient besoin d'aveux, et ils n'avaient pas les aveux de Christophe Blint. Donc ils ne pouvaient pas aller au-delà. Monsieur Blint va finir par partir de la région et par s'installer dans le sud. Et après, plus jamais nous le reverrons, plus jamais. Ça nous renforce dans l'idée avec mes parents que lui sait quelque chose d'important sur cette nuit-là et qu'il n'a pas parlé à la police. Malgré les soupçons et une défense pas forcément convaincante, les enquêteurs ne mettent pas Christophe Blint en examen. Ils préfèrent le relâcher pour éventuellement l'interroger à nouveau plus tard. Alain Bauer, à quoi sert la garde à vue exactement ? Alors d'abord, ça sert à obtenir des aveux. Ça sert à confronter le suspect aux éléments de l'enquête et éventuellement d'ailleurs à considérer que ces éléments ne vont nulle part. Mais c'est surtout une sous-traitance. L'avocat ayant pénétré dans le bureau du juge, qui était le seul à pouvoir interroger les suspects jusqu'à 1897, eh bien les magistrats ont sous-traité cet espace particulier d'interrogatoire aux policiers et aux gendarmes. Quel est le cadre légal de la garde à vue ? Il est arrivé assez tardivement, justement. C'était d'abord un bricolage. Et puis, peu à peu, la garde à vue est entrée dans le code pénal, article 62.2 du code de procédure pénale, ce qui a permis de garantir les droits
notamment des suspects, puisque la France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne de droits de l'homme pour non-respect des droits, voire même pour des actes de torture. Et donc ce cadre est aujourd'hui très protecteur, très précis, à la fois sur la durée et sur les contenus. Alors dans cette affaire, les enquêteurs décident de ne pas prolonger la garde à vue de Christophe Blain pour pouvoir éventuellement l'interroger à nouveau plus tard. D'abord, est-ce que c'est une tactique et est-ce qu'on procède souvent comme ça? Alors c'est pas une tactique, c'est une obligation quand tout d'un coup on se rend compte qu'il y a des éléments nouveaux, des pièces manquantes, des contradictions au cours de la garde à vue et qu'on n'a pas le temps de les vérifier dans les limites précises qui sont fixées par la loi, 24 heures renouvelables une fois 48 heures ou jusqu'à 5 jours dans des affaires extrêmement graves. Et donc ça permet de ne pas gaspiller le temps de la garde à vue, sachant que si elle reprend, elle ne reprend pas de zéro, elle reprend de la minute exacte à laquelle elle s'est terminée précédemment et elle ne pourra pas durer plus longtemps. Après la fin de la garde à vue de Christophe Blain, les policiers sont dans l'impasse. Mais en parallèle, un de leurs collègues mène une enquête avec une hypothèse. Stéphane Dietrich aurait été victime d'un tueur en série. En 94, je travaille à Montbéliard, commissariat central de Montbéliard. J'ai en charge une enquête qui remonte à 1991, où nous avions découvert le corps d'un jeune homme aussi dans le même créneau d'âge, de 25 ans, qui avait été tué par de multiples coups de couteau dans un foyer de travailleurs. Et à l'occasion de cette enquête, nous avions fait un rapprochement avec un autre meurtre qui avait été commis quelques semaines avant, à Colmar, où un jeune homme homosexuel, avait été tué aussi exactement de la même manière. J'ai pensé que éventuellement, ça pouvait être lié, vu le profil des victimes, vu le mode opératoire qui était un meurtre à coups de couteau. Et c'est pour ça que j'ai été amené à m'intéresser donc à l'affaire Stéphane Dietrich. Cette piste du tueur en série, donc qui vise un individu en particulier, était assez intéressante parce qu'en effet, on trouvait trace de cet homme à un moment donné, à cette période-là, au niveau du Bois-Joli, qu'il est susceptible d'avoir effectivement fréquenté dans le cadre de rencontres à caractère homosexuel. Il y a eu un suspect qui me paraissait très plausible. C'est un Mulhousien qui était assez connu dans ce milieu-là, qui était transformiste, dont tout le monde avait peur, qui a été interpellé, contre lequel on a récolté des éléments que le magistrat instructeur a trouvé pertinents au départ, suffisants pour le mettre en examen. La juge des libertés n'a pas voulu le mettre en détention provisoire et je pense que c'est ce qui a en grande partie cassé la dynamique de l'affaire. On n'a pas pu recueillir d'éléments de preuves tangibles, concrets pour étayer cette hypothèse. Donc cet individu n'a pas été judiciairement inquiété dans le cadre de l'affaire Stéphane Dietrich. Le fait que sexuellement, il attaque des jeunes hommes, certaines femmes aussi prostituées, enfin, etc. Il y a une liste qui est donnée. Et puis, bizarrement, c'est quelque chose qui ne tient pas longtemps, la route. Donc là aussi, chou blanc. Il y a une personne qui a sonné à la maison familiale, mes parents étaient là. Qu'est-ce qui se passe? Il le voit et il dit « mais c'est pas votre fils qu'on voulait tuer, c'est moi ». Et je vous le dis, c'est une erreur, c'est une méprise, c'est moi qu'on voulait tuer. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, même si le visage est moins fin que celui de mon frère au niveau des traits et autres, c'est vrai qu'il y a une ressemblance, on peut pas la nier. Dominique Egloff est un militant écologiste qui est très engagé contre les Eurokéennes et il donne plein de détails qui permettent de mieux comprendre la situation. Il est victime de vengeance, on a empoisonné son chien, il soupçonne même que quelqu'un a crevé les pneus de sa voiture et il reçoit de nombreuses lettres de menaces et des menaces de mort notamment. À l'époque, Dominique Egloff affirme que ce jour-là, il fait signer des pétitions dans les rues de Belfort, qu'il est habillé d'un short et d'une chemisette, exactement comme Stéphane Dietrich.
Donc évidemment, dès qu'on nous parle d'une piste, on se dit, bon, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose à chercher. Moi, je me raccroche à toutes ces pistes-là. Je me raccroche. Donc on fait les vérifications d'usage, on s'intéresse aussi à la personnalité de Monsieur Egloff. Bon, on s'aperçoit que voilà, c'est quelqu'un qui peut être un peu fantaisiste. En tout cas, cette piste-là, elle est très rapidement abandonnée. C'est une piste complètement fantaisiste. Monsieur Egloff, bien sûr, a fait perdre du temps, énormément. C'est un espoir encore pour la famille qui tombe. Je me dis, mais encore ça à supporter, quoi. Le 15 octobre 2001, faute de piste, faute de suspect, la justice rend un non-lieu. Cette décision de la justice est très mal prise par la famille. Sylvain a redoublé d'efforts pour relancer l'affaire. Les années passent, on ne sait donc toujours pas ce qui s'est passé réellement. Sylvain se bat pour que le dossier soit toujours ouvert, qu'il n'y ait pas de prescription. Il y a prescription après 10 ans. 10 années passent très très vite. Surtout quand vous avez des gens à la tête de l'institution justice qui ne fait pas son travail. On crée une association, les amis de Stéphane Dietrich, pour aider à ce que l'affaire de Stéphane ne tombe pas dans l'oubli. Les années passent, notre travail, il va être décuplé. On va avoir une force encore, on va redoubler de force pour être ténacité, de volonté pour continuer le combat. J'avais mon activité professionnelle du jour. Une fois le dîner englouti, ça a été pendant des années un travail de fond qui durait jusqu'à 1h, 2h du matin. Une sale nuit d'été, c'est son corps qu'on a retrouvé. On l'avait jeté à terre. Je ne reverrai plus mon frère. Donc il organise des concerts à Paris, il organise des concerts à Belfort pour continuer à faire ne pas oublier Stéphane. Le jour de sa mort, il y avait un petit truc, il mettait une gerbe, il mettait des fleurs. Donc Sylvain relançait tout le temps. Il y avait un article à chaque fois dans le journal. J'ai jamais perdu espoir. Je savais que tôt ou tard, je ne sais pas comment, mais je savais que tôt ou tard, la personne sera arrêtée. On a la venue d'un nouveau procureur à Belfort, un homme qui va nous donner, nous, à ma famille, une autre vision de la justice. Je reçois une demande de rendez-vous de la part de la famille Dietrich, donc Sylvain et sa mère. Je les écoute et leur demande est de faire réouvrir l'information judiciaire. Et je ressens chez eux une très forte détermination. Quand je ressors le dossier, il m'importe également de ressortir et de vérifier l'ensemble des scellés. Parmi ces scellés, il est retrouvé des cheveux et des poils qui ont été aspirés dans le coffre du véhicule de Christophe Blint, donc au moment de l'enquête initiale. Ils sont transmis aux fins d'analyse auprès d'un laboratoire scientifique. Et puis au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, le laboratoire m'appelle et me dit « Ça y est, on vient de trouver un élément pileux qui appartient à Stéphane Dietrich ». Donc là, on tient l'élément nouveau, susceptible de constituer des charges nouvelles et susceptible d'entraîner la réouverture de l'information judiciaire. Et là, c'est formidable, parce que ça veut dire que c'est reparti pour une session avec une prescription qui peut courir encore, et c'est formidable, ça. C'est de l'espoir pour ma famille. Ce cheveu, en tant que tel, ce n'est pas une preuve irréfutable, évidemment, de la participation, de la culpabilité de Christophe Blint.
Mais une fois que le dossier est réouvert, tout redevient possible. C'était ça l'objectif. Tout redevient possible. Pour peu qu'on ait des enquêteurs motivés et pour peu qu'on ait un brin de chance. Et c'est manifestement ce qui s'est passé par la suite. Les efforts conjugués du procureur et de la famille permettent aussi de faire parler de l'affaire. Articles dans la presse, émissions de télé, 20 ans après sa mort, les médias s'intéressent à nouveau à Stéphane Dietrich, une mobilisation qui va finir par payer. En 2014, deux jeunes font un déménagement dans un commerce et tombent sur un flyer des amis de Stéphane Dietrich. Ils se disent « Tiens, c'est bizarre, c'est quelque chose dont on a entendu parler ». Ils rentrent chez eux, ils regardent une émission de télé où on parle de l'affaire Dietrich. Et là, ça fait un déclic. Ils ont le sentiment que cette affaire, ils la connaissent. Ils décident d'aller voir la famille Dietrich. Ils évoquent qu'à l'époque, ils étaient au collège des Glacis et que leur surveillant, il s'appelait Blain Christophe et qu'il est proposé à l'un d'entre eux de tuer quelqu'un avec un couteau. Et il affirme qu'il a été démarché par un surveillant de cet établissement qui lui a promis une somme de 10 000 francs en échange du meurtre d'une personne. Les propos qu'il me tient sont glaçants parce qu'il m'annonce qu'à plusieurs reprises, il a été relancé pour que lui et cet ami puissent tuer quelqu'un, en l'occurrence mon frère. En quelque sorte, c'était commandité un meurtre. Donc ça, c'est un coup de théâtre. Évidemment, aussi longtemps après, un témoignage aussi important, aussi inattendu que précieux. Et cet élément va précipiter la reprise de garde à vue de Christophe Blint des années après. Christophe Blin est convoqué le 15 décembre 2015 à la police pour qu'il s'explique une nouvelle fois sur le meurtre de Stéphane. Au départ, Christophe Blint avait maintenu ses dénégations au cours des premières heures de cette deuxième garde à vue. Et à ce moment-là, les enquêteurs abattent cette carte maîtresse, ce témoignage tout à fait déterminant. Il y a dans la salle, pas très loin, le collégien, ex-collégien qui vient et qui explique ce qu'il avait demandé, ce qu'il lui avait demandé de faire contre mon frère. Et donc, voilà, il lui dit, mais cette famille attend une réponse. Ça fait des années, ça fait plus de 20 ans que tu te caches, tu te planques, tu ne dis pas la vérité. C'est une honte. Et Blin, pour la première fois, va pleurer et va dire, oui, j'ai tué Stéphane. J'ai assassiné Stéphane, c'est moi. Christophe Blint passe enfin aux aveux, reconnaît enfin sa responsabilité dans la mort de Stéphane, 21 ans après. Lorsque Christophe Blin avoue le meurtre de Stéphane Dietrich, il évoque l'homosexualité. Aux enquêteurs, Christophe Blin raconte que ce soir-là, il ne veut plus partir avec Stéphane Dietrich parce qu'il craint que s'ils partent en vacances ensemble, la relation homosexuelle se poursuive et Stéphane Dietrich ne veut pas et il se serait mis en colère. Il l'emmène directement au Bois-Joli pour avoir une explication avec lui et ils ont, dans un premier temps, une explication dans la voiture. C'est à ce moment-là qu'ils sortent, qu'ils vont contre un arbre. Christophe Blin explique qu'il y a eu une relation sexuelle dehors, contre l'arbre. Et c'est seulement ensuite, Christophe Blin, qui est déterminé à mettre fin à cette relation, sort le couteau qu'il avait dans la voiture et donne les premiers coups de couteau dans le ventre. Les policiers ont réussi à faire craquer Christophe Blin en quelques heures, en le confrontant à ce nouveau témoin. Alain Brouwer, est-ce qu'il y a une technique pour obtenir des aveux? Il y en a même plusieurs.
La plus ancienne s'appelle la technique Reid, R-E-I-D, c'est un policier américain qui a inventé un processus extrêmement dur de confrontation qui pousse vraiment dans ses derniers retranchements le suspect, qui lui indique qu'on sait tout et qu'il n'a plus qu'à avouer. C'est une technique très brutale qui s'est imposée rapidement un peu partout, alors même que sa première utilisation en 1955 avait accouché de faux aveux, où la pression avait été telle que le suspect avait avoué un crime, dans ce cas précis l'assassinat de sa femme, qu'il n'avait pas commis. Malgré cela, elle est devenue la technique la plus populaire, celle qu'on voit en général dans toutes les séries télévisées, celle du méchant flic ou du bon flic, méchant flic, ensemble, poussant dans ses derniers retranchements le suspect. Alors est-ce qu'il y a des techniques, disons, plus douces? Oui. Une technique canadienne, qui est d'ailleurs implantée en France depuis quelques années, la technique Progrès, elle est plutôt la technique de la confession douce, de l'accompagnement, de la manière dont, avec empathie, on pousse le suspect à reconnaître ce qu'il a fait et à le faire doucement. Alors c'est une technique moins brutale, elle est plus une technique de la confession, mais elle permet d'arriver à des résultats. On l'a vu dans l'affaire Jonathan Daval. Christophe Blain, lui aussi, a craqué. Après ses aveux, il est incarcéré dans l'attente de son procès. Il va élaborer une stratégie de défense dans laquelle il se pose en victime de Stéphane Dietrich. Le procès s'ouvre 25 ans après les faits. C'est plus de temps que la vie de Stéphane. Un homme de 50 ans est jugé aux assises de Haute-Saône et du territoire de Belfort pour la mort de Stéphane Dietrich. C'est l'une des affaires les plus retentissantes de ces dernières années. Quand je le vois arriver pour la première fois, c'est vrai que ma maman ne le reconnaît pas. Moi, oui, mais il a changé. Moi, j'imaginais un homme abattu, vous voyez. Mais non, j'ai vu un homme combattant. Combattant, droit dans ses bottes. Droit, hein. Droit. Pas penché, hein. Même pas une légère inflexion. Rien du tout. Je regarde son regard. C'est le regard qu'a vu Stéphane en dernier. Et c'est le regard d'un menteur qui a manipulé tout le monde durant 25 ans. Et ensuite, je regarde ses mains, les mains d'un tueur. Et je me sens pas bien parce qu'en fait, ça me fait énormément d'émotions. Il va expliquer que la relation qu'il a avec Stéphane est une relation qui est complètement déséquilibrée. Et que Stéphane fait de lui ce qu'il veut. Ce qui a marqué cette journée, c'est le témoignage des deux policiers et ils ont insisté sur l'ascendant psychologique pris par Stéphane Dietrich sur Christophe Blain. Christophe Blain a expliqué qu'il a essayé de mettre un terme à ses rapports sexuels non consentis à moult reprises. Il va se justifier en disant qu'il est sous l'emprise de mon frère, que mon frère le harcèle. Lui, 1m90, baraqué, mon frère mince, svelte, moins grand. Non, c'est vraiment quelqu'un qui est malsain. C'est quelqu'un de malsain. Il n'a fait que de pleurer et de se plaindre et de se faire passer pour une victime. Et on va passer au crible la vie de Monsieur Blain. Et on va découvrir que c'est une vie où il évolue assez vite d'un comportement plutôt charmant à un comportement violent, jaloux, avec une problématique d'emprise. Plusieurs femmes vont être amenées à déposer plainte parce que, au moment où il cesse de vivre avec elles, toujours à leur demande à elles, il les épie, il les suit, il les menace, il les violente. Je ne pense pas qu'après cette journée d'audience, au cours de laquelle on a évoqué la personnalité de Christophe Blain, on puisse dire en guise de conclusion qu'il est un manipulateur. Je pense qu'on a vu tout sauf un monstre dans le box aujourd'hui. Quand vous êtes envieux, malheureusement, ça vous ronge. Et ça, pour moi, c'est le mobile. Il l'a tué par jalousie parce que Stéphane réussissait et il voulait s'éloigner en quelque sorte. Il ne s'éloignait pas complètement de ses amis, mais il allait vivre une autre vie. Donc ça, c'est insupportable. 20 ans de prison pour l'assassinat de Stéphane Dietrich. Christophe Blain vient d'être jugé coupable par la cour d'assises de Vesoul.
Ils l'ont condamné à l'unanimité et avec aussi la préméditation. Voilà, donc le soulagement, il est là. Justice a été rendue pour Stéphane, pour son papa qui n'est plus là, pour ses amis, pour Sylvain, pour sa maman. Bon, il est en prison, voilà. Mais on ne sait pas pourquoi. Et puis Stéphane n'est plus là. Moi, je me sens un peu frustré quand même. Il n'y a eu jamais aucune excuse de sa part. « 21 ans après, avoir des éléments nouveaux, c'est exceptionnel. C'est rare, ça ne se produit pas. Je crois que c'est l'une des rares fois où ça s'est produit en France. Sans le combat du frère, jamais cette affaire n'aurait été élucidée. C'est sa réussite en mémoire de son frère. Beau combat. Beau combat. Le mystère de la mort de Stéphane Dietrich aura duré 20 ans. 20 longues années pour ses proches. Christophe Blain a refusé que son avocat s'exprime dans ce film. Il purge sa peine à la prison de Poissy, en région parisienne.